L'objectif de cette session, c'est de faire une table ronde et donc d'écouter un petit peu des clients à différents niveaux de maturité d'utilisation de la plateforme, pouvoir faire leur retour d'expérience. La façon dont ça va se passer, c'est qu'on va les laisser se présenter leur projet. Donc voilà, ils vont pouvoir pitcher chacun leur tour. Et puis ensuite, on aura une session de questions-réponses. Donc je vous invite à accueillir sur scène Jean-Claude Pichot de Plateforme.sh, on aura Sovan Bin d'Odessava et on aura Camille Tian de Pplug. Merci, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc plateforme, solution pour faire du développement continu et du hosting de sites web, tout type de site web en PHP en fait. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la présentation précédente de Stephen et de Pierre, c'était cette articulation entre des services très techniques, en fait, et la réalisation d'un business model avec succès, en fait, ce qui est évidemment l'intérêt pour toutes les startups, une des conditions du succès. Donc on va essayer de rester dans les pas de ces géants, puisqu'on utilise déjà leur backbone, et rester à l'intersection justement entre ces services techniques et la mise en place d'un business model de start-up. Donc, plateforme, donc solution qui a été lancée il y a 1 an, qui repose sur le cloud AWS, lancée il y a 1 an au AWS Summit de Paris en juin 2014, aujourd'hui utilisée donc par plus de 300 sociétés. Donc sans entrer dans les détails, des clients dans le monde entier, dans des secteurs différents, des leaders du marché, comme dans le domaine de la mode, du transport par bus en Allemagne, des médias également en Amérique du Nord, en Amérique latine. Donc, qu'est-ce que va faire Plateforme? C'est répondre à des problématiques au départ spécifiquement techniques. Donc ces problématiques techniques sont des problématiques de développeurs. Donc c'est au départ une solution qui est développeur-centrique. Quand on développe des sites PHP, en général, on a 3 grands types de problèmes qui surgissent à différentes phases de la mise en place du site. Alors, sur le développement, le staging, la mise en production. Donc, ce sont toujours des problèmes qui ont des impacts sur, évidemment, l'activité business du site, surtout, par exemple, s'il s'agit d'un site e-commerce qui doit générer du chiffre d'affaires. Plus on est en aval dans ces problèmes, plus on a des impacts importants. Par exemple, injecter des fonctionnalités sur un site en production et se rendre compte qu'on a une copie imparfaite entre ce qui a été développé et ce qui est mis en production. Ça implique de revenir en arrière sur l'ensemble du cycle, donc évidemment des pertes de temps, des pertes d'agilité et un time to market qui évidemment va en souffrir. Au niveau du développement, ne pas pouvoir faire du onboarding rapide et facile, automatisé de nouveaux développeurs, ça peut être se priver de compétences rares en PHP, sous Drupal, de ne pas pouvoir utiliser des gens qui sont peut-être basés à l'étranger et qui seraient disponibles. Donc là aussi, ce sont des problématiques techniques, mais qui ont des impacts importants sur l'agilité de la start-up, sur l'agilité du site web, et donc la réalisation de son business model. Donc on veut être innovant et on veut être au départ développeur-centrique. Donc ce que va proposer Plateforme sont des services tournés vers les développeurs et tournés vers la production. Donc je vais présenter rapidement chaque type de service. Ce que permet de faire Plateforme, c'est de créer des environnements, en fait. Des environnements de développement, des environnements de staging et des environnements de production, à la volée, de manière instantanée, en quelques secondes. Donc là où il fallait peut-être plusieurs heures avec des systèmes de sysadmin pour créer des environnements de développement, on va pouvoir le faire de manière extrêmement automatique, extrêmement rapide et gagner beaucoup de temps. Là où on devait éventuellement échanger du code de manière technique, on va pouvoir visualiser chaque nouvelle fonctionnalité développée avec une URL et donc engager éventuellement les utilisateurs, les clients du site d'une manière beaucoup plus conviviale parce qu'on va pouvoir avoir une visualisation automatique de ce qui vient d'être développé. On va pouvoir avoir des clones également identiques, y compris pour les bases de données, au bit près de ce qu'on a développé et de ce qu'on a mis en production, en fait. Donc si on veut injecter des nouvelles fonctionnalités sur le site en production, on peut le faire avec beaucoup d'agilité. On n'a pas besoin d'avoir un processus de staging qui va prendre peut-être plusieurs semaines. On peut le faire typiquement plusieurs fois par jour, comme dans le cas des startups qui étaient présentées ce matin. Plus d'agilité, plus d'itération veut dire, in fine, un meilleur produit, un produit plus robuste et qui plaît plus aux clients.
Au niveau des services pour les développeurs, donc évidemment, l'outil de base, c'est Git. Donc on s'appuie également sur Git pour tout ce qui est dépôt du code. Et au niveau des stacks et des applications, on fonctionne, on va le voir, avec tout type d'applications PHP, donc Drupal, WordPress, Magento, PrestaShop. Toute application PHP peut être développée et hébergée sur plateforme. Pour passer à l'autre partie, c'est-à-dire la production, voilà les services qui également sont proposés dans la phase ultérieure, qui est la phase de production du site. Donc évidemment, on est basé sur l'infrastructure d'AWS avec tous les bénéfices en termes d'élasticité, de robustesse, de disponibilité que présente ce backbone de géant. Mais on est allé au-delà, c'est-à-dire que par exemple, on a une triple redondance au niveau des data centers, ce qui nous permet d'aller un ordre de grandeur au-delà, avec 4.9 en termes de disponibilité, extrêmement important évidemment dans des sites à fort chiffre d'affaires, comme les sites e-commerce que j'ai présentés au début. Élasticité des ressources et également, dans le cadre de la mise en production, certains services de support applicatif que nous pouvons proposer, avec notamment des services applicatifs autour de Drupal. Donc, c'était donc les services techniques utilisés par les développeurs, les services techniques utilisés en production. Comment est-ce que tous ces services transforment un business model de site web, lui permettent de grandir et de transformer son innovation en un succès commercial. Voici donc quelques retours au niveau des bénéfices enregistrés par des clients qui ont utilisé ces services. On commence à avoir maintenant donc, un certain recul avec des clients comme Wawa qui vendent des jouets sur le web, Vivienne Westwood qui vendent des vêtements, de la mode sur le web. Donc les premiers nous disent, ou les agences également qui ont développé ces sites nous disent, ça a complètement transformé ma relation entre le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage et le fournisseur technique. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger sur un plan purement technique, je me mets à échanger sur un plan beaucoup plus business, avec des visualisations des fonctionnalités et éventuellement une possibilité de faire du A/B testing, c'est-à-dire mettre en place deux versions du site. Si je suis par exemple dans un site e-commerce, je pourrais idéalement avoir deux tunnels d'achat différents, les lancer tous les deux en parallèle et tester celui dont le back-end va être le plus performant. Donc un retour d'expérience, une itération beaucoup plus facile, rendue possible par cette agilité au niveau de la mise en production. Donc également, meilleure garantie au niveau du time to market. Des développeurs nous ont dit qu'ils développaient en 25% de temps. Donc imaginez que vous ayez une équipe de développement de 10 personnes, utilisez un outil d'automatisation comme celui-ci, c'est comme si vous rajoutiez 2 ou 3 personnes d'un coup dans votre site en fait. Donc ça, c'est particulièrement précieux. On sait que les compétences PHP et autres sont relativement rares, difficiles à gérer et pas toujours disponibles au bon moment. Gagner en productivité en time to market, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au niveau du business model. On baisse évidemment les coûts d'intégration, les coûts de développement du site. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de coûts IT, il s'agit vraiment de coûts structurels au niveau du business. Donc les coûts de lancement, en tant que start-up, je n'ai pas un budget de développement important, ben, je peux le réduire de manière significative grâce à cet outil de développement. Des chiffres d'affaires qui augmentent aussi. Un client qui avait une campagne qui a eu beaucoup de succès, 40 000 likes sur Facebook, inondé, là aussi c'était pas Justin Bieber, mais c'était un petit peu l'équivalent, inondé de requêtes et automatiquement la capacité a pu être augmentée de manière instantanée, de manière à ce que tous les achats qui ont été ensuite réalisés à partir de Facebook vers le site ont pu être honorés. Et le client nous a dit qu'il avait gagné plus de 100 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à ça. C'était Wawa. Sécurité également. Il y a certains systèmes open source en PHP, il y a beaucoup d'open source en PHP. Quand il y a une vulnérabilité, il faut que la communauté valide des patchs. Ça peut prendre une semaine. Sur Drupal, par exemple, ça se fait le jeudi matin. Là, vous pouvez patcher en temps réel, vérifier que la vulnérabilité est bien remédiée par le patch et vous pouvez comme ça y remédier immédiatement sans attendre forcément plusieurs jours. Voilà, donc pour terminer, donc, c'est cette articulation donc, que je trouve intéressante, c'est de pouvoir transformer ces services développeurs-centriques techniques en des fonctionnalités et des bénéfices qui peuvent avoir un impact très important sur l'agilité du site, sa performance et sa convivialité pour les utilisateurs techniques, pour les utilisateurs et les clients de ce site. Donc nous sommes deux dans la salle et si vous avez des questions, je serai heureux de les prendre après ou après lors du cocktail. Après. Merci beaucoup Mathieu. Merci encore. Je t'invite à t'asseoir.
Merci à toi, Sovan, de prendre le relais. Il est déjà activé. C'est parti. Bonjour à tous, donc Sovan Bin, fondateur de la société audaceva.com. Donc pour présenter la société, donc nous sommes un partenaire de Salesforce. On adresse, donc on a évoqué tout à l'heure le terme de PRA, de plan de reprise d'activité. Donc en fait, on gère en fait des plans de disaster recovery plan pour des entreprises qui utilisent Salesforce, et on fournit des outils de release management pour aider à réduire les coûts des releases en fait sur Salesforce. Et donc, comment est-ce que cela a été rendu possible avec Amazon? On va le voir dans les prochaines slides. Donc, quelques métriques. On adresse en fait le DRP pour plus de 60 000 utilisateurs aujourd'hui sur 2 continents, parce qu'on a des offices en fait à Paris et à San Francisco. C'est principalement en fait pour de l'enterprise. Donc, par exemple, en France, on travaille par exemple avec Schneider Electric, avec Accor ou encore avec Alstom. Et donc, aux États-Unis, avec des entreprises de Fortune 500. Donc on a plusieurs, donc c'est des très gros volumes de données, donc on est un peu plus de 20 milliards de transactions tous les 6 mois qui transitent par nos services et sur une plateforme qui est multitenante. Donc cette plateforme qui est multitenante, je vais passer au slide d'après. Donc qui utilise en fait 2 services. Donc pour le front-end, en fait, on travaille avec Salesforce puisque c'est notre cellule de la technologie qu'utilisent nos clients. Et pour tout ce qui est back-end, donc on a sélectionné Amazon Web Services pour tout ce qui va être calcul et stockage en fait des informations. Donc les grands challenges en fait qu'on a eu à adresser dans notre outil, pour lequel on a retenu Amazon Web Services, c'est d'une part en fait le premier point, c'est la partie sécurité, puisqu'on est avant tout une société de sécurité. Et donc, il fallait absolument qu'on puisse garantir une sécurité en fait dans les règles de l'art par rapport à nos différents clients. Deuxième point qui était l'high availability. S'ils nous sélectionnent pour mettre en place un disaster recovery plan, on ne peut pas se permettre en fait, d'être indisponible à un moment donné. Et data residency, donc nos clients qui sont aux États-Unis, ceux qui en France ne veulent pas voir leurs données qui traversent en fait, l'océan. Donc on a dû mettre en place en fait, des services pour garantir la location, en fait, la location de la donnée. Et extreme data volume, donc c'est des clients qui ont beaucoup de données, mais donc il fallait qu'on soit rapide et efficace pour extraire cette donnée-là. Donc comment est-ce qu'on l'a mis en place sur Amazon? Donc tout d'abord, ce qu'on a mis en place sur Amazon, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le pricing model. Donc comme en tant que start-up qui est bootstrappé, on ne pouvait pas se permettre en fait, d'acheter des serveurs et de les acheter en fait, dans notre infrastructure. Donc c'est vraiment en fait, de pouvoir payer cette infrastructure en même temps que notre entreprise grandit. C'est le support, donc le support d'AWS en fait, qui est vraiment super efficace. Donc, qui nous répond toujours en fait, dans la journée à toutes les problématiques techniques qu'on a eues. On a utilisé EC2 donc, pour toute la partie virtualisation. Residency, donc c'est les régions qu'on a évoquées tout à l'heure, Asie. Donc aujourd'hui, on est en Europe et aux États-Unis, sur les régions en fait, de Californie et sur l'Irlande. Et pour la partie élastique et scalable, donc on a DynamoDB, c'est la base de données non relationnel qu'on a sélectionné pour faire des requêtes sous forme de token store. On avait commencé en fait, à travailler avec des load balancers, on a changé parce qu'en fait on pouvait peu prédire en fait, le nombre de serveurs dont on avait besoin. Une de nos problématiques en fait, c'est que les clients, quand on leur demande à quelle heure ils veulent backuper leurs données, ils répondent toujours vers minuit ou 1h du matin, ce qui fait qu'on a une énorme charge en fait, à ces heures-là, après sur 2 fuseaux horaires. Et d'où le fait qu'on a convergé vers une structure utilisant les produits de SQS et de C2 avec l'autoscaling. Les autres challenges, donc c'était la capacité en fait, à monitorer en fait, nos serveurs en cas d'échec, s'il y avait des incidents. Donc on a décidé d'utiliser CloudWatch, ce qui nous permet d'être réactif en cas d'incident, et d'envoyer en fait, des messages justement, si jamais il faut qu'on intervienne, avec SNS. Pour la partie identification et réseau, donc on utilise VPC et IAM. Et pour la partie base de données, on utilise les produits de RDS. Et donc là, on va vers sur du Redshift, en attente aussi de tester Aurora, qui devrait bientôt arriver. Et enfin, donc, pour tout ce que la partie stockage en fait, des données, on utilise la partie S3 d'Amazon. Donc les prochaines étapes pour nous, en tout cas en ce qui concerne la partie Amazon pure. Donc nos clients sont vraiment demandeurs en fait, de pouvoir décider où va résider leurs données. Donc Amazon avait annoncé la sortie d'un nouveau data center sur l'Allemagne. Donc nos clients dans cette zone-là
On va ouvrir ce qu'on nous on appelle un nouveau pod, mais qui derrière en fait découle sur une AWS region. Idéalement, ça serait aussi en France, c'est une demande qui revient souvent. On apporte en fait, on a toutes les données de nos clients, donc on va vers en fait le big data analysis. Donc on a un pilote qui tourne actuellement sur Redshift. On annonce en septembre à Dreamforce, qui est l'événement marketing de Salesforce à San Francisco, en fait des nouveaux produits qui vont adresser le SMB market, donc les plus petites entreprises. Donc on aura peut-être besoin d'un peu moins de performance comparé à ce qu'on a besoin aujourd'hui pour la partie enterprise. Par contre, on aura beaucoup plus de clients, donc on va devoir travailler sur la partie scalabilité avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'autoscaling. Et enfin, donc, avec le nouveau produit qui sort d'Amazon Code Deploy, de permettre en fait, d'automatiser un petit peu plus le release management nous en interne. On fait une mise en prod en fait, par semaine qui adresse en fait, une mise en prod sur le front-end et sur le back-end. Donc ce n'est pas uniquement de l'Amazon. Et aujourd'hui, on a un freeze en fait, de la prod durant 1 heure à peu près. Donc on gère... Aujourd'hui, on peut se permettre en fait, de cibler à quelle heure on fait nos mises en prod, puisqu'on maîtrise en fait, les heures à laquelle nos clients font le plus de backup. Mais c'est vrai que l'outil de Code Deploy nous aidera à minimiser cette phase-là. Merci à tous. Merci Soren. Et enfin, Camille. Merci. Allô. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous présenter PayPlug. Je suis Camille Tian, cofondateur de PayPlug, qui est une solution de paiement Visa, Mastercard, CB, plus simple que les solutions de PSP et des solutions bancaires. Et on s'adresse à toutes les startups européennes qui ont besoin d'encaisser les paiements d'une manière avec une installation hyper rapide et un tunnel de paiement optimisé sans avoir besoin de contrat VAD. Et avant tout, à l'intérieur de PayPlug, il y a la simplicité. Donc, en fait, vous connaissez cette page et c'est une des choses dont on est assez fier, c'est qu'on a réussi à éviter vos clients de passer par cette page qui vient des années 90 et de personnaliser complètement en fait, la page de paiement, donc avec une personnalisation des couleurs, du logo, du fond. Et on est allé assez loin dans le détail pour optimiser la conversion. Par exemple, on a anticipé tous les cas d'erreur de saisie de la date d'expiration, par exemple, sur le nombre de chiffres, etc. Ce qui fait qu'on optimise votre conversion en tout temps. Donc pour votre client, c'est plus simple. Et aussi pour vous, c'est plus simple. On a mis de côté les API SOAP sur XML et on est passé sur une API RESTful, donc avec JSON. C'est principalement pour vous aider à simplifier votre intégration et aussi pour que le jour où vous faites des évolutions, vous n'ayez pas besoin de potasser les 200 pages de documentation PDF qui a été faite par un ingénieur du groupe La Poste, concrètement. Et surtout, on a fait des librairies, donc on a commencé par la librairie PHP, on est en train d'écrire des librairies pour tous les langages. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un tout petit peu les mains levées pour nous aider à nous aiguiller entre Python, qui est Ruby, Node, ok, Java. Ok, ouais, bon, en fait, on va tous les faire. On commence, et dans les prochains mois... Comment ? Que Node. Et puis on fera aussi Golang, etc. Donc ça vient, on a déjà la lib PHP qui a été très demandée et qui marche bien depuis 1 an. Donc quelques chiffres aussi par rapport... non, avant les chiffres. C'est un peu embrouillant parce qu'on a 3 slides d'avance sur cet écran, c'est pour ça qu'on est un peu embrouillé. Donc en fait, on a une interface qui est très simple, qui permet de suivre ces transactions, de paramétrer un certain nombre de choses. Par exemple, le 3D Secure, c'est la même ressource API, il suffit de mettre force 3D Secure égale 1 et on a du 3D Secure. On peut aussi le paramétrer, pas besoin d'intégrer d'autres ressources d'API. On a une sandbox qui est complètement intégrée avec votre système de prod, avec votre compte de prod. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de votre mot de passe de sandbox et votre mot de passe de prod, votre URL de sandbox, votre URL de prod. Vous voyez vos transactions de sandbox et vos transactions de prod directement dans votre portail. On a aussi des modules pour une dizaine de CMS et ça continue de grandir. On a une bonne communauté qui est en train de développer des modules. On est assez présent principalement sur PrestaShop, Magento, WooCommerce et ça continue de se développer. Donc, les quelques chiffres. On a été créé en 2012 et avant tout, PayPlug, comme vous l'avez vu, c'est une boîte d'ingénieurs. En fait, on est vraiment ingénieurs avant tout. On pense que la techno peut résoudre les problèmes financiers et ce n'est pas les banques qui vont les résoudre, même si ça fait un moment qu'elles les adressent. Donc, on a été créé en 2012, on a déjà 10 000 clients, donc 10 000 gens qui vendent avec PayPlug.
principalement en France. Beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de startups, beaucoup de petites PME. On a vraiment ce focus sur la simplicité qui est avant tout un problème de startup plutôt qu'un problème de la Fnac.com. Le dernier chiffre, c'est 1,75 million d'euros. On a obtenu une subvention qu'on aime qualifier de record de l'Union européenne sur le programme Horizon 2020 qui va nous permettre de développer notre API, donc continuer de développer notre API et développer des outils de scoring pour la lutte contre la fraude, qui est un vrai sujet qu'on commence à vraiment bien maîtriser et sur lequel on va lancer des projets de data science. On est sur AWS, pas depuis le début, mais 6 mois après notre création. Donc voilà, début 2013, on est passé sur Amazon. D'abord, principalement parce qu'on a eu des crédits Amazon, mais aussi parce qu'on avait cette vision de ne pas se soucier de l'hébergement, de ne pas se soucier de la gestion et de l'administration de serveurs. On a commencé avec un seul serveur qui faisait même tourner notre base de données sur MySQL de manière vraiment MVP dès le début. Et maintenant, bon, on a 16 instances, 4 bases de données sur RDS. On est encore sur MySQL, mais depuis qu'ils ont maintenant Postgres, on va sans doute passer dessus, qui est plus adapté pour nous. On a aussi 11 répertoires de stockage sur S3. On stocke des données, des documents sécurisés aussi, des documents clients sur lesquels on a besoin d'avoir de la sécurité. Mais ce qui est vraiment bien, en fait, juste pour prendre le temps de le dire, on a été certifié PCI DSS, qui est la norme la plus stricte sur le traitement de données de cartes en ligne. Et en grande partie, c'est grâce à Amazon, parce qu'en fait, il y a 120 points de contrôle pour être certifié, et il y en a 30 à peu près qui sont liés à l'hébergeur. Et donc, évidemment, comme Amazon a la certif PCI DSS Level 1, donc la plus haute, ça a pu alléger notre travail à ce niveau-là. Donc, pour finir, les enjeux de Payplug, on lance la nouvelle version de notre API en avril, et on est déjà submergé de demandes de nouvelles fonctionnalités, que ce soit le paiement récurrent, le multi-devise, le mobile. Alors je sais que pour le mobile, ça évolue tout le temps. Les développeurs mobiles, ils sont sur plein de plateformes qui ont chacun plein de besoins. Donc du coup, on veut vraiment faire attention à eux, et on va lancer des développements pour des SDK mobiles. En plus, on a un socle avant tout sur lequel on ne va jamais lâcher l'attention, c'est la fraude, la sécurité et l'infrastructure, le déploiement de notre infrastructure pour être sûr qu'on va pouvoir croître notre infrastructure aussi vite que notre business. Et justement, sur ces fonctionnalités, si vous avez des retours, si vous avez des besoins, envoyez-nous un mail, on est prêt on est à l'écoute, on veut vraiment être proche de nos utilisateurs et des startups. Donc, juste pour finir, on a un programme agence et aussi une offre startup dont je voudrais vous parler. AWS Startup, c'est un code promo, vous pouvez le mettre dans le formulaire d'inscription ou nous envoyer un mail et on vous active le compte avec ce code promo. On vous donne 10 000 € de transactions sans frais et on vous baisse les commissions à 1,2% plus 25 centimes au lieu de 2,5% plus 25 centimes. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous donner vos feedbacks sur les technos, les produits, les fonctionnalités. Merci. Dans la série de questions, moi qui m'intéresse, ça serait de voir un petit peu. Donc vous avez tous adopté la plateforme à des étapes un petit peu différentes. Quel a été l'obstacle pour vous qui a été le plus important à surmonter peut-être pour l'adoption de la plateforme? Je vais peut-être commencer par toi, Camille. Nous, c'était un obstacle au démarrage, mais on a quand même fait avec. On voulait passer directement sur Postgres. Et on ne voulait pas le gérer nous-mêmes, donc on est resté sur MySQL, sur RDS. Maintenant qu'on a, je crois que ça fait quelques mois qu'il y a Postgres sur RDS, c'était bien. Mais à part ça, on n'a pas vraiment vu de gros obstacles. Nous, on voulait toujours, comme je le disais, dématérialiser un peu cette gestion d'infrastructure. Moi, je dirais Oui. Bon.
Le premier obstacle qu'on a eu, en fait, c'était les très gros volumes de données. Au début, on a voulu partir sur RDS. C'était un mauvais choix technique de notre part. Et donc, heureusement, en fait, l'équipe des solution architectes en fait, d'Amazon nous ont réaiguillés vers de meilleures solutions, comme par exemple le DynamoDB. Donc, c'était peut-être un mauvais choix technologique du fait qu'il y avait plusieurs options, parce que la plateforme est très riche et il n'y a pas uniquement des machines virtuelles. Donc, on n'aurait pas trop le choix technologique. Moi, je ne suis pas au courant d'obstacles. Peut-être plus une réticence de certains clients qu'on a dans la zone allemande, comme Flixbus. Ils voulaient un data center local, en fait. Voilà. Même si la réglementation était la même en Irlande, c'était mieux pour eux d'avoir un data center à Francfort. Et donc, ça a aidé à convaincre certains clients qui sont assez sensibles à la localisation géographique des données. D'ailleurs, quand on parle d'expansion comme ça géographique, je pense que le dimensionnement international, c'est important pour tous les trois. Est-ce que pour vous, la plateforme, elle vous permet justement de faciliter ce déplacement à l'international, ou est-ce que ça fait partie des critères de choix? En fait, nous, on a deux côtés de la transaction. On a les marchands et les clients. Les marchands, on a leurs données, et on a des données assez confidentielles et sur lesquelles on est assez attentif. Donc, on tenait à avoir de la présence en Europe. Et s'il y en a d'autres dans d'autres pays, ce sera encore mieux, notamment en Allemagne. Mais côté client, final, effectivement, on sert des pages de paiement qui sont dans le monde entier. On n'a pas commencé à en profiter encore parce que je pense qu'on n'est pas sur on est sur des volumes et des temps de chargement qui sont quand même assez optimisés, mais certainement à l'avenir, on envisage de faire des pages de paiement au Brésil quand on aura un client qui veut payer depuis le Brésil. Alors nous, c'était vraiment un sujet essentiel pour nous, parce que, notamment aux États-Unis, parce qu'à la limite, pour les clients français, en fait, les données sont déjà aux États-Unis chez Salesforce, donc ils l'avaient déjà quelque part accepté. Par contre, pour les clients américains, c'était inenvisageable que la donnée sorte en fait du territoire américain. Et donc, le fait de pouvoir avoir une architecture qui soit sur plusieurs zones a permis justement à ces clients-là d'accepter notre offre. Et de votre côté? Alors, je vais rebondir sur les mêmes arguments, avec en plus le fait que certains clients sont e-commerce, donc c'est Amazon qui a popularisé la notion de ping, donc on arrive à avoir des latences dans le monde entier qui sont extrêmement faibles, ça peut être 5-10 millisecondes, et donc les clients sont très sensibles au fait d'avoir des data centers aux US, en Asie, parce que les marques qu'on a en fait vendent en Chine, vendent dans le monde entier, et par conséquent c'était très important d'avoir un déploiement global de ces data centers. Et c'est intéressant quand on parle de déploiement global, puisque on parle pas forcément on n'est pas sur des entreprises du CAC 40, pas encore, on vous le souhaite. Et justement aujourd'hui, pour gérer finalement ce déploiement à l'international, ça représente combien de personnes en termes d'équipes techniques qui sont en charge de la plateforme? Là, on est en train justement de planifier un déploiement pour cette semaine. On parle de quelques jours, en fait, quoi. Donc, on arrive, si le site est stable, qu'il n'y a plus de développement, on est obligé de faire effectivement un freeze, mais de quelques heures. Hein. C'est une opération qui prend quelques jours. Au plan technique, c'est vraiment extrêmement rapide, c'est quelques heures. Et quelques jours, c'est plus parce qu'il y a des tests de montée en charge, il y a des allers-retours avec les sysadmins du client, il y a les allers-retours avec l'agence. Mais au final, ça se fait de manière extrêmement rapide et surtout sans aucune interruption de service, ce qui est une contrainte importante, notamment dans l'e-commerce. Alors nous, on a une équipe de 10 personnes. Sur les 10 personnes, en fait, il y a une personne qui passe de temps en temps un petit peu de temps sur l'administration d'AWS. Une mise en prod, pour nous, c'est 10 minutes à peu près. Donc c'est vraiment très peu de temps passé sur l'administration en tant que telle. On est plus sur les phases de développement au niveau du code. Là, on va passer beaucoup plus de temps, mais pas sur l'administration de la plateforme. Ouais, nous, on est 5 développeurs aujourd'hui. On recrute vite, mais on n'a même pas... Enfin, tout le monde peut le gérer. On a géré les droits d'accès et on pousse plusieurs fois par semaine des hotfix et des vraies mises en prod chaque 15 jours à chaque sprint. Et ça prend effectivement quelques minutes. Donc, oui, parce que 5 personnes dans ton cas de figure. J'imagine en plus que dans ton cas particulier, la gestion de la sécurité est extrêmement importante. Quels sont un peu les mécanismes que vous avez dû mettre en place au-dessus de l'infrastructure, quelque part, pour garantir ce niveau de sécurité? Alors, bon, ça, c'est principalement dérivé de PCI DSS, mais pour donner quelques exemples, on a une gestion des accès
qui est très très strict par rapport donc on a des firewalls sur chaque machine avec des droits d'accès par utilisateur à l'intérieur de la boîte, donc à l'intérieur de Payplug. Et par exemple, sur certains serveurs, il y a seulement 2 personnes qui sont habilitées à y accéder, mais avec AWS, c'est simple, quoi. Enfin, même dans la plateforme d'administration, dans les accès, tout ça, ça nous permet de gérer ça, gérer les clés d'accès aussi. Donc voilà, c'est simple. Pour nous, en fait, donc, sur le sujet de la sécurité du backup et du restant, donc on devait vraiment démontrer en fait qu'on était bon sur le sujet. Donc on a tout au niveau réseau, donc ces transactions sur SSL. Au niveau du stockage, donc ça va être les options d'encryption au niveau d'Amazon, ça c'est au niveau infrastructure. Par-dessus, on a rajouté de l'encryption client, c'est-à-dire que même Amazon en fait ne peut pas décrypter notre donnée, la clé étant définie par le client et on n'a pas accès nous-mêmes en fait à la clé. Donc on a fait de la segregation of duty, personne n'a accès en fait au mot de passe, par exemple d'accès à des serveurs de mise en prod, uniquement par des machines et une personne qui est habilitée à faire de l'administration en production. Mais voilà, ce type d'éléments. D'accord. Dans votre cas de figure, il y a des... Au niveau sécurité, je suis au courant de tests qu'on fait, de tests de vulnérabilité, donc de patchs aussi qu'on peut apporter en temps réel, littéralement en 10 minutes, sans attendre forcément que la communauté open source, qu'elle soit Drupal ou Magento ou PrestaShop, les valide. Donc, ce qui permet de réagir plus vite. Après, quand on onboard un site, on peut également faire un audit, une certification en fait, au niveau des bonnes pratiques d'écriture du code, de l'architecture. Et puis évidemment, il y a le cloisonnement des environnements complètement étanches entre les environnements de développement, de staging et de production, ce qui fait qu'on peut avoir parfois plusieurs intervenants qui travaillent en parallèle sur le même site. Par exemple, une agence qui va travailler que sur la partie développement et staging, et nous qui allons avoir la maîtrise de la partie production, et donc gérer l'interface entre la partie staging et la partie production pour justement vérifier que la sécurité du site est toujours au bon niveau. Donc le client finalement sait à qui il doit demander des comptes. Et d'ailleurs, puisque là on parlait de flexibilité et de déploiement international, etc., qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui si vous deviez sélectionner un élément aujourd'hui que la plateforme n'apporte pas encore? Qu'est-ce que ça serait? Pour moi, ce serait avoir un conseil sur, par rapport à notre niveau de développement. Voilà, il y a des, enfin, comme tu le disais, comme l'intervenant précédent disait, il y a 500 nouvelles fonctionnalités chaque année. Là aujourd'hui, je ne sais plus en fait, je sais plus ce que je peux utiliser, ce qui peut être pertinent pour nous. Alors c'est bête parce que ça existe depuis un moment, mais CloudFormation, moi personnellement je connaissais pas, mon directeur technique le connaissait sans doute, mais on l'a pas mis en place. Aujourd'hui, on a un serveur de conf qu'on gère nous-mêmes, mais clairement ça c'est quelque chose qui pourrait être pertinent pour nous aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a un programme qui nous dise, voilà, à tel niveau de développement, ces outils-là peuvent être vraiment pertinents pour vous, être plus accompagnés. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, enfin, on n'a pas de gros trous pour l'instant. De ton côté, Sohan? Pour ma part, je dirais peut-être le Data Center France, parce que nos clients le demandent en fait à chaque fois. Et donc notre réponse est de dire, c'est pas disponible, donc techniquement, Audaceva ne peut pas répondre à cette question-là. Mais voilà, c'est un sujet qui revient constamment, en fait, en tout cas chez nos clients français. Pour des questions eux en interne et comment est-ce qu'ils la résolvent aux États-Unis. En fait, ils la stockent encryptée aux États-Unis, ils la décryptent en fait via des proxys sur le territoire français, donc virtuellement elle n'est pas aux États-Unis. Mais pour notre côté, ça serait beaucoup plus simple si on pouvait avoir un data center français comme il y a actuellement en Allemagne. Moi, je ne vois pas de problématique technique particulière, peut-être plus une problématique d'éducation du marché. Moi, je n'ai pas forcément des clients qui sont tous des startups, c'est parfois des sites web qui existent depuis plusieurs années, et je pense qu'il y a encore peut-être un travail d'éducation à faire pour simplement les amener à passer sur le cloud. Ça peut dépendre des régions géographiques, c'est peut-être plus sur certains pays et moins sur d'autres, aux États-Unis par exemple, mais il y a encore, ça m'a étonné d'ailleurs, encore un travail d'éducation à faire pour mettre en avant les avantages du cloud auprès de certains sites. D'accord. Et quand on parle d'avantages, justement, si on doit sélectionner un avantage pour vous de la plateforme, qu'est-ce que ça serait? Pay as you go. Pay as you go. Ouais. J'ai reformulé à Pay as you grow, c'est vraiment le modèle qui nous a convaincus. Oui, l'élasticité, hein, c'est derrière la possibilité de faire du chiffre d'affaires sans avoir de over-provisioning.
Est-ce que vous auriez puisque j'imagine il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui sont au début de leur création d'entreprise, qu'est-ce que ça serait justement, puisque vous êtes passé par là, qu'est-ce que ça serait le conseil numéro 1 que vous donneriez à justement des gens qui démarrent aujourd'hui? Moi, je dirais, projetez-vous un petit peu sur les quelques prochains mois et peut-être années pour envisager un peu l'architecture que vous allez avoir et utiliser justement AWS et regarder un peu l'ensemble des produits qu'il y a et essayer de bien les incorporer. Je pense que c'est la personne de Viadeo qui disait, voilà, nous, on veut tout migrer, on veut tout automatiser, mais c'est plus dur évidemment de le faire une fois qu'on s'est embarqué, qu'on a fait une architecture où justement on fait le serveur de conf. Passer à CloudFormation, c'est un travail en plus. Alors j'aurais bien aimé l'anticiper un petit peu plus tôt. Donc moi j'insisterai sur la partie agilité. C'est vrai que tout le monde en parle. N'ayez pas peur en fait d'échouer. Faites des pilotes, testez, parlez-en à des clients, testez votre pilote en conditions réelles pour avoir des feedbacks. Si ça marche pas, passez sur une autre pilote, mais vraiment finalement ne pas avoir cette peur de l'innovation. Et la technologie d'Amazon AWS en fait le permet. Donc profitez-en. C'est le même commentaire, c'est lancer les produits. Mieux vaut beaucoup d'itérations qu'un processus de recette très long, en fait. Ok. Merci encore de vous être prêtés au jeu. On les applaudit une dernière fois.